T'as galéré dans une rue boueuse qui pue un mélange immonde de fumée de cheval et de soupe douteuse. Bien sûr, il pleut, ou ça vient de finir, donc tout est glissant, y compris ta seule paire de chaussures. T'es crevé, t'as la dalle, et t'as failli te faire écraser 2 fois par une charrette pleine de navets. T'as besoin d'un verre. Alors, comment tu trouves une taverne dans une ville médiévale? Y a pas d'enseigne lumineuse, pas d'avis Yelp, et certainement pas de GPS. Ce que t'as, c'est tes oreilles. Écoute le bruit. Quelque part après la forge du forgeron et le poissonnier qui braille sur ses anguilles de rivière fraîche, y a un chœur de rire, de cris, et quelqu'un qui chante avec acharnement une chanson à la con sur une oie. Et voilà. Un bâtiment en bois bancal, qui penche légèrement, comme si même l'architecture avait abusé de la picole. Au-dessus de la porte, une enseigne en bois à peine lisible, avec une peinture grossière de « C'est un tonneau ? Un ours ? Peut-être les deux ? Bref, c'est ça. Bienvenue à la taverne. La marche d'entrée est glissante à cause de la bière renversée, et quand tu pousses la lourde porte à charnière de fer, elle lâche un grincement tellement long et théâtral qu'il pourrait être considéré comme une attraction à part entière. Immédiatement, de l'air chaud et le parfum riche de fumée, de laine mouillée, de bière éventée et de viande mystère te claquent à la figure comme une poignée de mains d'ivrogne. T'as réussi. À l'intérieur, le plafond est assez bas pour que les grands soient obligés de se baisser et les ivrognes de se cogner la tête. Le sol, c'est de la terre. Pas métaphoriquement, hein, vraiment. Bon, quelqu'un a mis de la paille pour faire semblant que c'est plus propre. Mais ça marche pas. Y a pas de box privée, pas de serveur avec des menus, et pas de conversation discrète. C'est une taverne médiévale, et y a que 2 ambiances, bordélique ou fermée pour cause d'incendie. Tu repères une place libre sur un banc bancal près du foyer, mais c'est mouillé de « tu préfères pas savoir ». Pas loin, quelqu'un se dispute à propos d'un poulet volé. Un autre est inconscient avec une louche encore dans la main. Un chien borgne ronge un os sous une table, comme s'il payait un loyer. Et tout ça, mon pote, c'est juste l'entrée. T'arrives à peine et ça sent déjà la nuit inoubliable, ou à oublier. Alors que la lourde porte de la taverne claque derrière toi, l'obscurité t'enveloppe comme une couverture de laine humide. Chaude, inconfortable, et légèrement suspecte. Tes yeux s'habituent lentement. La lumière des bougies vacille sur les murs couverts de suie, projetant des ombres dansantes qui font même croire que les chaises vont te chercher des noises. Le foyer crépite dans le coin, servant à la fois de chauffage et de risque d'incendie ouvert. La fumée flotte paresseusement dans l'air, n'arrivant pas vraiment à s'échapper par la cheminée, qui doit être bouchée par un corbeau mort. Mais ce qui te frappe le plus, c'est pas le bruit ou la chaleur. C'est l'odeur. Le parfum d'une taverne médiévale est moins aromatique qu'un traumatisme émotionnel. Les notes de tête, bière, chaude, aigre, et éclaboussées généreusement sur toutes les surfaces. En dessous, de la sueur. Des années. De l'humain, du cheval, et peut-être un truc mythique. Ajoute une touche de pain moisi, de paille mouillée, et un soupçon d'oignon bouilli, et t'as un mélange qu'aucun parfumeur n'oserait embouteiller. Les tables sont gravées d'années d'initiales, de dessins grossiers, et de cicatrices de couteau. Elles branlent avec une sorte de fierté têtue. Les bancs craquent sous le poids de bottes boueuses, de capes épaisses et de décisions discutables. Le sol, de la terre, comme promis, mais recouvert de paille pour absorber les éclaboussures, les crachats, et le client inconscient occasionnel. Tu marches prudemment. Un faux pas et ton pied s'enfonce dans un truc à la texture qu'il vaut mieux ne pas décrire. La foule est un organisme vivant et qui respire. Des rires bruyants éclatent dans un coin, tandis que 2 hommes se disputent le prix d'un cochon dans un autre. Une femme claque son gobelet si fort que la moitié de sa boisson se renverse, et personne ne bronche. Un type à la table d'à accent grave côté te fixe avec le regard hagard de quelqu'un qui est soit en train de réfléchir très profondément, soit en train d'oublier comment marchent les chaises. Quelqu'un n'éternue pas loin. Tout le côté gauche de la pièce s'écarte collectivement. Et pourtant, malgré cette agression massive sur tes sens modernes, y a un truc accueillant ici. La taverne est vivante. C'est brut, c'est sans filtre, c'est la version médiévale d'un centre social, sans l'hygiène et avec 400% de cris en plus. Tu trouves ta place. C'est un peu humide.
C'est probablement maudit. Mais pour l'instant, c'est à toi. Au premier coup d'œil, l'agencement de la taverne donne l'impression que quelqu'un a disposé les meubles pendant un tremblement de terre et a juste décidé de laisser comme ça. Y a pas de plan, pas de coin-bar, pas de box cosy au fond, juste un étalement inégal de tables, de bancs, de tonneaux et de quelques caisses en bois faisant office de siège. Tout est soit trop près, soit trop loin, selon ton niveau d'alcoolémie. Le foyer est le seul vrai point central. Un grand feu ouvert qui rugit contre un mur, faisant de son mieux pour fournir de la chaleur, de la lumière et une bonne dose d'inhalation de fumée intérieure. Autour, les gens se massent pour se réchauffer comme des papillons avec des gobelets. Ceux qui ont les meilleures places se gardent la chaleur. Ceux qui n'en ont pas, bah, c'est pour ça que la bière existe. Le bar, si on peut appeler ça comme ça, c'est généralement juste une planche de bois épaisse posée sur 2 tonneaux, qui plient sous le poids des cruches, des gobelets et des coudes. Derrière, se tient le tavernier, jonglant entre servir les boissons, gueuler les commandes et fixer du regard le type dans le coin qui n'a toujours pas payé pour mardi dernier. Y a pas de menu. Tu demandes ce qu'il y a et tu te prépares au pire. La réponse, c'est généralement bière ou ferme ta gueule et attends. Un escalier étroit, probablement d'origine, certainement plein d'échardes, mène aux chambres à l'étage. Si tu plisses les yeux, tu peux voir une botte pendre à l'un des montants de la rampe. Personne ne sait vraiment si c'est décoratif ou un avertissement. Certaines tavernes ont une arrière-salle. C'est peut-être pour le stockage. C'est peut-être pour le jeu illégal. Ou c'est peut-être là qu'on a emmené la dernière personne qui a insulté la serveuse, pour ne plus jamais la revoir. Il vaut mieux ne pas poser de questions. Les murs sont tachés par la suie des bougies. Les fenêtres sont recouvertes de tissu gras ou de peau d'animal. Et chaque surface a été soigneusement polie par les coudes, les bottes et les boissons renversées de générations passées. Et peut-être un poulet. D'une manière ou d'une autre, malgré le chaos, ou à cause de lui, ça marche. Tout le monde sait où aller, comment s'asseoir, quand crier et quand se baisser. C'est pas organisé, mais c'est vivant. Chaque taverne médiévale a un chef. Et c'est pas le seigneur local ou le collecteur d'impôts. C'est le tavernier. Il porte peut-être pas de couronne, mais faut pas se faire avoir. Cette personne dirige le spectacle. À parts égales, cuisinier, serveur, comptable, babysitter et bourreau de la justice de bar. Le tavernier est une institution à lui tout seul et il ne tolère aucune connerie. Si c'est un homme, il est probablement bâti comme un tonneau avec des bras, bourrus, grincheux et taillé dans de la viande séchée et de mauvaises décisions. Si c'est une femme, et c'est souvent le cas, elle est plus affûtée qu'une lime de forgeron et peut faire taire une pièce d'un seul regard. Dans tous les cas, ils ont tout vu, entendu le pire et nettoyé du sang sur de la paille avant le petit déjeuner. Ils accueillent les habitués avec un signe de tête, les inconnus avec suspicion et les fauteurs de troubles avec un pichet sur la tête. Derrière le bar, ils gardent une trace mentale de qui a payé, qui doit et qui a bu 3 verres de trop, et ils font tout ça sans rien écrire, parce que l'alphabétisation médiévale est peut-être rare, mais la mémoire d'un tavernier est terrifiante. Le tavernier donne le ton. S'il est de bonne humeur, l'endroit bourdonne. S'il est de mauvaise humeur, t'as intérêt à boire vite et à garder tes blagues pour toi. C'est l'arbitre dans chaque dispute, le juge dans chaque scandale de tricherie et le premier à saisir un gourdin quand une bagarre éclate. Tu ne plaisantes pas avec le tavernier. Ils savent aussi tout. Qui est endetté, qui a une liaison, qui est arrivé en ville sous un faux nom. Besoin d'informations? Graisse le tavernier. Besoin de protection? Assieds-toi près de lui. Besoin d'une faveur? T'as intérêt à pas avoir cassé un gobelet la semaine dernière. Certains ont un assistant, un fils, une fille, un conjoint ou un orphelin qu'ils ont en quelque sorte adopté et qui porte maintenant des tonneaux 2 fois plus lourds que lui. Ces assistants servent les boissons, lavent les sols et essaient de ne rien renverser ou de se faire marcher dessus par les ivrognes. Donc, même si la taverne te semble chaotique, c'est en fait un écosystème très délicat. Et au centre, commandant le tout comme un dieu de la tempête en tablier, se tient la seule personne qui maintient la bière qui coule à flot et le toit qui ne s'effondre pas en une émeute, le tavernier. Alors tu t'installes enfin sur un banc grinçant, en évitant les coudes et la bouillie renversée. T'as la gorge sèche,
tes bottes sont humides, et c'est l'heure de l'événement principal, la boisson. Mais t'attends pas à une carte des vins ou à un gobelet poli. C'est une taverne médiévale. Tes choix sont limités, tièdes et potentiellement mortels. Commençons par le classique, la bière. Non filtrée, non pasteurisée, et généralement brassée dans l'arrière-salle où dort le chien. Elle est épaisse, troublée, souvent livrée avec des trucs qui flottent, des morceaux de grain, de la levure, ou peut-être un bout de la moustache du client précédent. Elle est pas froide parce qu'il n'y a pas de glace. Et tu demandes pas depuis combien de temps elle traîne dans le tonneau. Tu bois et t'espères. Ensuite, l'hydromel. Vin de miel. Ça a l'air classe, non? En réalité, c'est sucré, fort et parfois explosif. Si le tavernier l'a fait lui-même, c'est peut-être délicieux, ou ça a peut-être le goût du regret et du venin d'abeille. C'est généralement servi aux nobles, aux invités de mariage ou aux seuls bardes qui insistent pour être payés en or ou en hydromel. Et puis il y a le cidre. Fait avec des pommes qui ont été soit fraîchement cueillies, soit tombées par terre il y a 3 semaines. Acidulé, pétillant et servi dans des gobelets ébréchés qui peuvent aussi servir de bol à soupe le matin. C'est la boisson de choix dans les régions riches en vergers, ou pour ceux qui veulent quelque chose d'assez alcoolisé pour oublier l'odeur du type assis à côté d'eux. Du vin? Techniquement, oui. Mais à moins que tu sois dans le sud de l'Europe ou que la noblesse soit en ville, il est probablement coupé à l'eau, aigre et servi avec une dose de sarcasme. Le bon vin est réservé aux seigneurs, aux évêques et aux marchands qui viennent de vendre 12 caisses de sel. Et de l'eau? C'est un choix audacieux, parce que la moitié du temps, elle regorge de morts invisibles. La faire bouillir coûte du combustible et les puits propres sont rares. C'est pour ça que même les enfants boivent de la bière. C'est pas pour la défonce, c'est pour pas mourir de dysenterie avant l'âge de 8 ans. Ici, personne ne mesure les doses ou ne prépare des cocktails. Tu bois dans des gobelets en bois, en argile ou en étain. Certains ont encore la bouillie de la veille. Tu lèves ton gobelet, tu le renifles, et tu sirotes. C'est chaud, c'est amer, et bizarrement, c'est parfait. Parce que dans une taverne médiévale, si c'est mouillé et que ça te tue pas immédiatement, c'est un grand cru. Alors, t'as survécu à la boisson, à peu près. Maintenant, ton estomac gronde, te rappelant que t'as pas mangé depuis le lever du soleil et que ton dernier repas était surtout composé d'orge et de tristesse. L'heure est venue de manger. Mais t'emballe pas. Y a pas de menu, pas de serveur, et absolument personne qui te demande si t'as des restrictions alimentaires. Tu ne commandes pas à manger dans une taverne médiévale. Tu demandes ce qu'il reste, puis t'espères que ce soit chaud et seulement vaguement mystérieux. La star de la table, c'est généralement la potée, un ragoût épais fait avec les céréales, les légumes et les protéines douteuses qui traînaient ce jour-là. Ça mijote dans la même marmite depuis lundi et on est jeudi. De nouveaux ingrédients sont ajoutés quotidiennement. Rien n'est enlevé. C'est moins un repas qu'une capsule temporelle culinaire. S'il y a de la viande, félicitations. C'est probablement du lapin, du pigeon ou le poulet malchanceux qui s'est trop approché du feu. Si c'est du gibier, c'est peut-être délicieux, ou c'est peut-être vieilli au-delà de toute raison et assaisonné de désespoir. Ton bol est en bois ou en argile. Ta cuillère est soit la tienne, soit tes doigts. La plupart des gens portent leur propre couteau, donc manger, c'est BY au couvert. Et t'attends pas à des serviettes. Juste la manche de ta tunique ou un chiffon partagé qui a vu des choses qu'il n'oubliera jamais. Du pain est aussi proposé. C'est dur, noir et lourd, plus une arme qu'un aliment. S'il est mou, il a été cuit aujourd'hui. S'il est dur, il a été cuit la semaine dernière. Dans tous les cas, il se marie bien avec du fromage qui sent la vieille botte et a commencé à développer sa propre personnalité. Parfois, il y a du poisson salé. Parfois, des œufs marinés. Occasionnellement, tu trouveras une taverne qui propose un plat spécial, ce qui est juste une façon plus sophistiquée de dire « on en avait trop qui traînait ». Saveur facultative, texture imprévisible. Pourtant, à la lueur vacillante du feu, avec le bruit tout autour et la chaleur de la nourriture dans tes mains, c'est pas mauvais. C'est nourrissant. C'est chaud. Et si tu réfléchis pas trop à ce qui flotte dans ton bol, c'est peut-être même réconfortant. T'es pas là pour dîner en grande pompe. T'es là pour manger comme un survivant.
Une fois que t'as trouvé ta place, idéalement une sans couteau planté dedans, tu commences à remarquer le vrai divertissement, les gens. Une taverne médiévale, c'est le réseau social original. Bruyant, chaotique, à moitié vrai et à fond dans le partage excessif. À ta gauche, y a un fermier rougeau, déjà bien entamé avec sa 4e bière, qui raconte la même histoire sur sa vache qui a accouché de travers. Il te tape sur l'épaule en plein milieu de sa phrase, comme si t'étais un ami de toujours ou un bon remplaçant pour le cochon avec lequel il boit habituellement. À l'autre bout de la pièce, un étranger encapuchonné est assis dans l'ombre, sirotant une boisson lentement. Ça pourrait être un moine en fuite, un bandit, ou juste quelqu'un de vraiment mauvais pour le contact visuel. Dans tous les cas, tu ne vas pas engager la conversation à moins que t'aies envie de disparaître derrière les écuries. Près du foyer, un soldat en armure cabossée régale un groupe avec des récits de bataille. Son histoire implique des dragons, des Français et une épée parlante. C'est forcément faux. Personne n'en a rien à foutre. Son pichet est plein et son public rit. Y a un marchand, bruyant et en sueur, qui crie des prix pour du grain que personne n'a demandé. Il sort des pièces d'or de sa bourse comme un homme qui supplierait d'être volé d'ici minuit. Une paire de locaux joue au dé sur une table déformée, leurs expressions intenses. L'un d'eux triche clairement. L'autre le sait et laisse faire. Il garde probablement la bagarre pour quand sa bière sera finie. Un barde gratte sa lyre dans le coin, sa voix craquant sur les notes aiguës d'une chanson d'amour qui ressemble étrangement à une chanson qu'il vient d'inventer. Personne n'y prête attention. Il porte un pantalon et il est accordé. C'est déjà mieux que le type d'hier soir. Des femmes se promènent dans la foule. Certaines sont employées de la taverne, d'autres font leurs propres affaires. Elles ont l'œil vif, sont sûres d'elles et sont absolument à ne pas prendre à la légère. Elles vont flirter, rire ou te casser les dents, selon ton ton. Des enfants se faufilent parfois entre les jambes, chipant des restes de pain ou des pièces de monnaie. Personne ne les arrête. Ça fait juste partie du rythme. Tout le monde observe, boit, complote et fait semblant de ne pas remarquer le type affalé sous la table. Cette taverne, c'est pas juste un endroit pour manger et boire. C'est un spectacle vivant et qui respire. Et ce soir, t'es un des acteurs. Oublie un instant les lyres et les ballades. La vraie bande son d'une taverne médiévale, c'est pas une chanson. C'est une symphonie du chaos. Ça commence par un tintement de gobelets, des dizaines, qui claquent contre le bois en célébration, en négociation, ou à cause d'une maladresse d'ivrogne. Certains tintent joyeusement, d'autres se brisent complètement. Les deux sont accueillis par des acclamations. Puis viennent les rires. De grands rires gras qui semblent s'être échappés d'un sanglier sauvage. La plupart n'ont aucun sens. Un fermier rit à sa propre blague sur du foin. Un chevalier rigole au mot « poté ». Un moine halète de façon incontrôlable à chaque fois que quelqu'un dit « ouah ». Tu apprends vite à ne pas poser de questions. Les voix se superposent les unes aux autres, chacune plus forte que la précédente, se battant pour la domination comme des coqs dans un poulailler. Il y a des disputes, des récits, des cris à propos des impôts et au moins une personne qui cite mal les Écritures pour gagner un pari. Le barman gueule les commandes tout en chassant les mouches. Une serveuse crie après un homme qui a essayé de la tripoter et quelqu'un ne cesse de répéter une autre tournée, comme un cri de guerre. Et dans le coin, le barde, avec sa lyre désaccordée et ses 3 cordes manquantes, joue les mêmes 4 accords en boucle, éclatant parfois en couplets sur l'amour perdu, les poulets retrouvés ou les nobles qui ont porté leurs pantalons à l'envers. Personne n'écoute vraiment à moins qu'il ne commence à chanter sur quelqu'un dans la pièce, auquel cas ça devient très divertissant, ou très dangereux. Quelqu'un renverse quelque chose. Quelqu'un rote assez fort pour faire trembler les chevrons. Quelqu'un d'autre tombe d'un banc et continue à parler depuis le sol comme si c'était intentionnel. En arrière-plan, des chiens aboient. Une chèvre belle. Pourquoi y a-t-il une chèvre? Et des chaises raclent sur la terre comme des coups de tonnerre dans une caverne de bois. C'est pas paisible, mais c'est bizarrement rythmé. De temps en temps, la pièce se tait. Pas par choix, juste une accalmie soudaine. Ça dure exactement 3 secondes. Puis quelqu'un pète héroïquement et la musique recommence. C'est pas un bruit de fond. C'est le battement de cœur de la taverne. Brut bordélique et implacablement vivant.
Si t'écoutes attentivement, ça finit par avoir du sens. Une sorte d'harmonie qui naît du désordre. Et comme le reste de la taverne, ça devient juste plus bruyant plus tu restes. Une fois que la bière coule à flot et que la potée commence à se poser, la taverne se transforme. C'est plus juste un endroit pour manger et boire, ça devient un casino médiéval, sans les cordes de velours et avec beaucoup plus de gueulantes. Le jeu, c'est le sport de la soirée, et tout le monde joue, des soldats burinés aux gamins pieds nus avec des dés empruntés. Y a pas de croupier, pas de chef de table, pas de règles, juste une table en bois fondu, une poignée de pièces de cuivre et la vague promesse que quelqu'un va y perdre sa dignité. Les dés, c'est le jeu de choix. Taillés dans de l'os, du bois ou ce qui traînait. Ils claquent sur les tables comme un roulement de tonnerre, chaque lancer suivi d'un mélange d'applaudissements, de gémissements et d'accusations de sorcellerie. Personne ne fait confiance aux dés. Tout le monde les utilise. Après, y a les cartes. Si t'es dans un coin plus civilisé de la ville, elles sont épaisses, peintes à la main, usées jusqu'au bord et toujours manquant une ou deux. Les règles changent selon qui les explique. Des fois, tu dois obtenir le chiffre le plus élevé, d'autres fois, tu dois associer des symboles, ou juste inventer au fur et à mesure. C'est comme le poker, mais avec plus de gifles. Les mises vont de l'argent au gobelet en passant par le bétail. Ouais, quelqu'un veut une meilleure chèvre. Quelqu'un d'autre a misé ses bottes et un autre sa propre liberté pour la nuit. Spoiler, il a perdu. Les habitués sont roublards. Il mélange vite, lance lentement et sourit un peu trop largement. De la triche, bien sûr. C'est la moitié du fun. Un dé caché par-ci, une carte marquée par-là. Une toux mystérieuse quand le joueur chanceux se penche. Si tu gagnes gros, tu paies une tournée ou tu risques de te faire agresser. Si tu perds salement, tu souris, tu fais semblant que tu voulais et tu recules lentement ta chaise vers la porte. Des jeux annexes éclatent aussi. Du bras de fer, des combats de pouces et le toujours populaire, qui peut boire le plus sans tomber. Le gagnant reçoit des applaudissements. Le perdant, une nuit sous la table et un mal de crâne qui dure jusqu'au prochain jour de marché. Mais même quand les règles sont floues et que les enjeux sont absurdes, l'énergie est addictive. Parce que dans une taverne médiévale, la chance, c'est pas juste un jeu. C'est un pari avec ta bourse, ta fierté et peut-être ton froc. Alors que la nuit s'approfondit et que la taverne se remplit de chaleur et d'humidité, une nouvelle sorte de performance prend place. Une performance faite de mots, de musique et de conneries assumées. C'est l'heure des histoires, version médiévale. Un barde s'éclaircit la gorge dans le coin, pinçant doucement une lyre à moitié accordée, les cordes grinçant comme de vieilles bottes. Il lui manque quelques dents, mais pas un gramme de confiance en lui. Avec une gesticulation théâtrale, il se lance dans une ballade de cœur brisé et d'héroïsme. Un truc avec un chevalier qui est tombé amoureux d'une sirène et s'est noyé en récitant de la poésie. Personne ne le croit. Tout le monde écoute quand même. C'est comme ça que ça marche ici. La vérité est optionnelle. Le divertissement est primordial. Autour des tables, d'autres se joignent à la danse. Pas des bardes, juste des clients avec du courage dopé à la bière et une histoire à raconter. Un homme jure qu'il s'est battu contre un ours et qu'il a survécu pour en parler. Un autre prétend avoir vu une sorcière transformer une vache en chèvre. Un troisième insiste sur le fait qu'il est apparenté à Charlemagne et du côté du cousin de sa mère. Chaque histoire commence par « tu vas pas me croire mais ». Et ils ont raison. On n'y croit pas, mais on veut. Les vantardises deviennent des ballades. Les mésaventures deviennent des mythes. Quelqu'un raconte une blague tellement mauvaise qu'elle redevient bonne. Quelqu'un d'autre récite un poème, probablement plagié du rouleau d'un moine. La pièce applaudit, ou lance du pain, selon la qualité ou la quantité de la performance. Si t'as de la chance, un jongleur ou un ménestrel pourrait passer. Des professionnels qui voyagent de ville en ville, échangeant de la musique contre des pièces, des repas, parfois, un endroit pour dormir à l'intérieur. Leurs chansons sont polies, leurs histoires longues et leur capacité à exciter une foule dangereuse. Mais même eux connaissent la règle d'or des contes de taverne, ne jamais laisser l'effet ruiner une bonne histoire. Dans cette pièce enfumée, avec le feu qui crépite et les gobelets qui tanguent, le récit, c'est pas juste du divertissement. C'est une tradition.
C'est un lien. C'est comme ça que tu te fais des amis, des ennemis et l'occasionnel partenaire de boisson à vie. À minuit, la moitié de la taverne est en train de rejouer l'histoire du chevalier à une jambe qui a repoussé 6 brigands avec une louche. Tu ris, tu encourages, t'oublies que tout est inventé, parce que dans une taverne médiévale, tout menteur est une légende, si l'histoire est assez bonne. Alors que la nuit s'approfondit et que la bière continue de couler, quelque chose change dans l'air. Une sorte d'audace alcoolisée. Le barde est à la moitié de sa 3e chanson sur des bergères infidèles et tout le monde se sent soudainement romantique. Bienvenue au flirt médiéval. La subtilité a quitté les lieux. Ça commence par un contact visuel, ou du moins un œil légèrement plissé à travers une brume d'hydromel. Un homme avec 2 dents restantes se penche à travers un banc et marmonne, « Madame, votre beauté brûle plus fort que le foyer. » Elle répond en lui balançant une croûte de pain sur le front. La pièce applaudit. D'autres tentent leur chance plus doucement, offrant des gobelets remplis, des compliments maladroits ou proposant d'aider à porter un bol de ragoût pour qu'il ne se renverse pas. Spoiler, il se renverse quand même. Si t'es une femme, employée de la taverne, cliente ou marchande itinérante, t'es probablement habituée à repousser au moins 3 poètes en herbe, 2 bras de fer et un homme qui essaie de t'impressionner en faisant tenir un couteau en équilibre sur son nez. Parfois, ça marche. Généralement, ça finit avec un œil au beurre noir ou une bourse vide. Pour ceux qui cherchent réellement de la compagnie, les tavernes offrent plus que du simple flirt. Des courtisanes travaillent la pièce avec une aisance consommée, sachant qu'il y a de l'argent, qu'il y a du charme et qui va s'évanouir avant d'arriver en haut des escaliers. Les transactions sont discrètes, mais les implications sont bruyantes. Amant jaloux? Oh que oui! Rien ne déclenche une bagarre de taverne plus vite qu'un regard volé, une main baladeuse ou un mari qui surprend sa femme en train de rire un peu trop fort à la blague du barde sur les évêques. Des tables sont renversées. Des gobelets sont transformés en armes. Un banc se casse à nouveau en 2. Et pourtant, quelque part au milieu de tout ce chaos, de véritables étincelles jaillissent. La fille timide d'un boulanger et un tailleur de pierre itinérant rient en partageant un ragoût. 2 fermiers bourrés se lient d'amitié en raison d'une haine mutuelle des navets. Un moine flirte accidentellement avec une nonne. L'amour, ou quelque chose qui y ressemble, survit même dans les coins les plus tapageurs. Parce que dans la taverne médiévale, la romance, c'est à parts égales du charme, du hasard et le fait de ne pas tomber la tête la première dans ton bol en plein milieu d'une phrase. Tu pourrais gagner un cœur. Tu pourrais gagner une gifle. Dans tous les cas, tu vas t'en souvenir, ou du moins en entendre parler le lendemain matin. Ça devait arriver. Peut-être que quelqu'un a renversé un verre. Peut-être que quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre de tricher au dé. Peut-être que 2 personnes ont revendiqué le même banc et que personne n'a cédé. Ou peut-être que quelqu'un a dit quelque chose sur la mère de quelqu'un d'autre. Chèvre ou soupe. Peu importe. Soudain, ça part en vrille. La taverne, autrefois un flou de musique et de gobelets, se transforme d'un coup. Un tabouret vole. Un pichet s'écrase sur le sol. Quelqu'un crie « Tiens mon pain » et se lance par-dessus un banc avec toute la grâce d'une catapulte ivre. Personne n'est surpris. En fait, la plupart des gens n'arrêtent même pas de boire. Une bagarre dans un bar au moyen âge, c'est pas rare, c'est attendu. C'est pratiquement une attraction. Et même si ça a l'air terrifiant, c'est généralement plus comique que mortel. Les gens donnent des coups au hasard, manquent leur cible, trébuchent et atterrissent dans le dîner de quelqu'un. On tire les cheveux, on agrippe les barbes, on déchire les chemises. Le tavernier rugit comme un général sur le champ de bataille, tenant une louche dans une main et un gourdin dans l'autre. Parfois, quelqu'un rejoint la bagarre sans savoir pourquoi. Il a juste vu de l'action et s'est lancé, point en avant. D'autres placent des paris informels, encouragent ou font glisser leurs gobelets hors de portée des éclaboussures. Les armes sont rares. La plupart des gens sont plus malins. Sortir une lame dans une taverne peut transformer une bagarre ordinaire en une légende. Et personne ne veut être banni du seul endroit qui sert de la nourriture chaude et de la bière tiède. Finalement, quelqu'un s'effondre sur le sol et y reste. Quelqu'un d'autre trébuche contre un mur et décide que c'est aussi bien qu'ailleurs pour s'asseoir et repenser sa vie. La bagarre s'éteint comme une bougie de taverne. Soudainement et sans cérémonie.
Et voici la chose étrange. Une fois que c'est fini, c'est fini. Les combattants sont séparés, les gobelets sont remplis, quelqu'un commence une chanson et en 10 minutes, tout le monde rit à nouveau, y compris le type avec le nez en sang. Pas de rancune, pas de poursuite, juste des ecchymoses, des histoires et peut-être un nouveau surnom, comme Arnold Lborgne ou Bill Casban. Parce que dans une taverne médiévale, une bonne bagarre, c'est juste une partie d'une bonne nuit. Bâclée, ridicule et bizarrement fédératrice. Et si personne ne se blesse trop gravement, c'est juste une autre forme de divertissement. Alors la bagarre est finie. Le barde s'est évanoui en plein milieu de sa balade et ton estomac est rempli de ragoût mystère et de cidre légèrement fermenté. Il est temps de dormir, ou du moins d'essayer. Mais t'attends pas à un lit de plumes et à des draps parfumés à la lavande. C'est une taverne médiévale, pas un spa. Si la taverne propose un logement, c'est probablement à un escalier grinçant. En haut, après des planchers inclinés et des poutres assez basses pour tester la solidité de ton crâne. Les chambres sont petites, froides et absolument partagées. L'intimité n'existe pas. Tu dors épaule contre épaule avec des inconnus. Certains ronflent comme des cloches d'église. D'autres rêvent à haute voix dans des langues que t'as jamais entendues. Les lits. Techniquement, la plupart sont des matelas remplis de paille. Fins, bosselés et grouillants de ce que les médiévaux appelaient affectueusement des compagnons. Tu t'allonges tout habillé, bottes aux pieds, poignard sous l'oreiller. Pas pour le confort, mais pour la stratégie défensive. Les couvertures sont partagées, tout comme les odeurs. Et si quelqu'un a mangé de l'ail plus tôt, et quelqu'un a toujours mangé de l'ail, ça deviendra une partie intime de tes rêves. Si t'es trop pauvre ou trop bourré pour une chambre, tu dors en bas, sur un banc, sous une table ou juste dans un coin près du foyer, recroquevillé à côté d'un chien qui appartient ou non à la taverne. On va te marcher dessus, probablement t'éternuer dessus et peut-être t'utiliser comme repose-pied. La taverne ne se calme jamais vraiment. Même après que le dernier gobelet a été vidé et que la dernière bagarre a été rafistolée, il y a toujours quelqu'un qui marmonne dans son sommeil, une bûche qui craque dans le feu ou un paix lointain qui résonne à travers les chevrons. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu t'endors. C'est pas confortable. C'est pas propre, mais c'est assez sûr. Le feu éloigne le pire du froid. Le tavernier veille avec un œil ouvert et un gourdin à la main et le bruit devient une berceuse. Familière, humaine, vivante. Tu te réveilleras avec un torticolis, la bouche sèche et une ecchymose acquise de manière douteuse. Mais pendant quelques heures, t'as dormi en compagnie de voyageurs, de voleurs, de fermiers et de fous. Pas de roi, pas de silence, juste des ronflements, de la paille et le vague espoir que tes bottes soient toujours là au matin. L'aube se faufile comme un invité non désiré, glissant une lumière pâle à travers les fentes des volets et te piquant les paupières avec une persistance impitoyable. La taverne a changé pendant la nuit. Pas plus calme exactement, mais plus calme d'une manière vaincue. Tu ouvres un œil. La botte de quelqu'un est sur ta poitrine. Quelqu'un d'autre marmonne dans son sommeil à propos des impôts sur les moutons. Le barde ronfle sous une table, serrant sa lyre comme un amant. Un poulet traverse le sol en picorant des croûtes de pain de la veille. Personne ne se demande d'où il vient. Le feu s'est éteint, laissant la pièce froide et enfumée. Quelques clients commencent à s'agiter, gémissant comme des guerriers blessés de bataille menés hautirement à l'intérieur de leur propre crâne. Un homme s'assoit, regarde autour de lui et se recouche. Ayant décidé que la journée n'en vaut pas la peine. Le tavernier est déjà debout, parce que, bien sûr, il l'est, faisant claquer des gobelets, balayant de la paille en pile fraîche, réchauffant quelque chose dans une marmite qui sent à la fois invitant et légèrement vengeur. Il jette un coup d'œil au corps sur le sol, puis frappe une louche contre un gobelet comme une cloche du matin venue de l'enfer. Debout ou dehors, c'est ton réveil. Y a pas de buffet de petit déjeuner. Si t'as de la chance, il y a plus de potée, maintenant encore plus épaisse que la nuit dernière. Le pain est réchauffé. La bière est coupée à l'eau et personne n'a la force de se plaindre. Certains clients se plongent juste la tête dans un baril d'eau de pluie à l'extérieur et appellent ça une vie propre. Tu vérifies ta bourse. 2 pièces et un bouton. Mieux que prévu. Tes bottes sont toujours là. L'une d'elles a une marque de morsure, mais elles sont à toi. Une victoire.
Quelques nouveaux visages arrivent au compte-gouttes, des lève-tôt, des voyageurs, des travailleurs qui ont besoin d'un verre avant de devoir s'occuper du bétail, des impôts, ou pire, des voisins. La taverne recommence à s'agiter, comme une bête qui se réveille lentement. Quelqu'un commence à raconter une histoire de la nuit dernière. C'est déjà changé, bien sûr. Maintenant, il y avait 2 bagarres et la chanson du bar a invoqué un fantôme. Tout le monde hoche la tête comme si c'était parole d'évangile. La nuit a été chaotique. Le matin est groggy, crasseux et plein de regrets. Et pourtant, tu souris. Parce que, d'une manière ou d'une autre, t'as survécu. Maintenant, t'as senti la sueur, la fumée, la bière collante sous tes bottes. T'as survécu aux cris, au flirt, à la potée et peut-être à un banc volant. Et à travers tout ça, une chose devient claire. La taverne médiévale, c'était pas juste un trot à boire. C'était le cœur battant de la communauté. Dans un monde sans téléphone, sans journaux, sans réseaux sociaux, la taverne, c'était l'endroit où les nouvelles circulaient. Un marchand de la côte pouvait partager des ragots d'un port étranger. Un soldat pouvait décrire la guerre depuis le front. Un barde pouvait chanter des chansons qui reliaient les gens entre eux, même si les paroles changeaient chaque soir. C'était un lieu de connexion. Des fermiers buvaient à côté d'artisans. Des pèlerins partageaient du pain avec des voleurs. Des étrangers devenaient des amis, ou du moins des compagnons de boisson avant la 2e tournée. Ici, les classes sociales s'estompaient, les rumeurs naissaient, les alliances se concluaient et les rancunes étaient enterrées ou alimentées davantage, selon la façon dont les déroulaient. La taverne, c'était aussi là où les affaires se concluaient. Des accords conclus, des contrats conclus sur des éclats de bois et du cidre renversé. C'était un tribunal, un confessionnal et une scène de théâtre tout à la fois. Tu pouvais trouver un emploi, perdre ta bourse, te marier ou commencer une querelle en une seule soirée. Et elle offrait autre chose aussi. Quelque chose que tu ne pouvais pas acheter au marché ou implorer dans une chapelle. Un soulagement face au froid, au travail, au sérieux sans fin de la survie au Moyen Âge. Pendant quelques heures, tu pouvais t'asseoir près d'un feu, entendre une mauvaise blague, chanter une chanson encore pire et oublier, juste brièvement, à quel point le monde extérieur était dur. Même si la bière était tiède, le lit était rugueux et la nourriture avait plus d'os que de bouillon. La taverne te donnait le sentiment d'être vivant parmi les vivants. Et à une époque où tout, de la maladie à la guerre en passant par un hiver rigoureux, pouvait t'emporter sans prévenir, c'était pas une mince affaire. Alors, quand tu entrais dans une taverne médiévale, t'achetais pas juste une boisson. T'achetais un sentiment d'appartenance, une histoire et peut-être, si le sol n'était pas trop encombré, un endroit pour dormir où le feu brûlait encore. Parce que bien avant les cafés et les pubs, il y avait la taverne. Bruyante, sale, honnête et absolument inoubliable. Avant de devenir le visage le plus emblématique de l'Égypte ancienne, immortalisé dans un buste en calcaire avec des pommettes hautes et un regard figé dans une confiance sereine, Néfertiti était une femme enveloppée de mystère. Son nom signifie « la belle est venue ». Mais personne ne sait exactement d'où elle venait. Certains pensent qu'elle était la fille d'un puissant fonctionnaire égyptien du nom d'É, peut-être même la sœur d'Akhenaton. D'autres affirment qu'elle était une princesse étrangère envoyée en Égypte dans le cadre d'une alliance matrimoniale. Ses origines sont débattues, mais son influence est indéniable. Néfertiti apparaît dans les archives historiques comme la foudre, soudaine, brillante et transformatrice. Elle entre dans la vie d'Akhenaton non pas comme une reine passive, mais comme une partenaire égale dans un règne qui allait ébranler les fondements religieux et culturels de l'Égypte. Ensemble, ils allaient démanteler des siècles de traditions, abandonner le panthéon des dieux et élever le disque solaire, Aton, en tant que seule et unique divinité. C'était une décision radicale, presque hérétique. Et Néfertiti ne se contentait pas de regarder depuis le trône. Elle dirigeait des cérémonies, faisait des offrandes, était même représentée dans l'art en train de frapper des ennemis, un rôle généralement réservé aux pharaons masculins. Contrairement aux autres reines qui étaient reléguées au second plan, Néfertiti était omniprésente. Elle apparaît dans plus d'œuvres d'art de l'époque que même Akhenaton lui-même. Dans ses représentations, elle n'est pas voilée dans la soumission. Elle se tient droite, parfois plus grande que nature, tenant le pouvoir, littéralement, entre ses mains. Et dans une société où les pharaons étaient divins, sa proximité avec Akhenaton,
tant spirituellement que politiquement, suggérait quelque chose de plus. Peut-être qu'elle n'était pas juste reine. Peut-être qu'elle était co-dirigeante. Mais cette ascension ne s'est pas faite sans tension. L'Égypte n'était pas prête pour ce bouleversement. L'ancien clergé en voulait à la perte de leur dieu et de leur temple. La capitale a été déplacée dans une nouvelle ville, Akhénaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna, coupant les ponts avec les anciennes traditions. Et à travers tout ça, Néfertiti était là, sa silhouette gravée dans les murs de pierre, son nom chanté dans des hymnes au soleil. Pourtant, malgré sa visibilité de son vivant, sa mort est une disparition totale. Pas de tombeau, pas de corps, pas de fin confirmée, juste le silence. C'est comme si l'histoire, après avoir mis en valeur son génie, avait soudainement choisi de détourner le regard. Et c'est peut-être là que sa légende commence vraiment. Pour comprendre l'ascension de Néfertiti, il faut d'abord rencontrer l'homme qui a tout changé, le pharaon Akhenaton. Il n'est pas né avec ce nom. Il était à l'origine Amenhotep IV, un prince dans la lignée d'un héritage millénaire de dieux et de traditions. Mais quelque chose a changé en lui. Certains appellent ça une inspiration divine, d'autres disent de la folie. Quand il est devenu roi, il a tourné le dos au puissant dieu Amon et a déclaré une nouvelle vérité. Il n'y avait qu'un seul dieu qui méritait d'être vénéré, le soleil lui-même, Aton. C'était pas juste un changement religieux. C'était un tremblement de terre qui a fissuré le fondement de la civilisation égyptienne. Imagine une société construite autour des temples, des prêtres et des rituels se faire dire du jour au lendemain que leur dieu était faux, leur culte obsolète. Akhenaton n'a pas juste prêché le monothéisme, il l'a imposé. Les temples d'Amon ont été fermés. Son nom a été gravé sur les monuments. Des statues ont été brisées. Des villes entières ont été abandonnées. À leur place, Akhenaton a construit quelque chose de nouveau, Akhénaton, une ville dédiée uniquement à Aton, où le soleil se lèverait directement entre les falaises et baignerait la ville de lumière sacrée. Et à travers tout ça, Néfertiti se tenait à ses côtés, non pas comme une épouse silencieuse, mais comme une participante à part entière. Dans les bas-reliefs de l'époque, elle est représentée en train de vénérer Aton avec la même dévotion qu'Akhenaton. Leurs filles sont souvent représentées avec eux, la tête inclinée vers le soleil radieux. C'était un portrait de famille différent de tout ce qu'on avait vu dans l'art égyptien auparavant ou depuis. Même le style de l'art a changé. Fini la rigidité et le formalisme, place au style relâché, exagéré, parfois même intime. Le roi et la reine s'embrassent, jouent avec leurs enfants, priant de douces robes sous le soleil. Néfertiti était partout dans ce nouveau monde. Parfois, elle éclipsait même son mari. Certains historiens pensent qu'elle détenait un réel pouvoir politique, peut-être même qu'elle agissait en tant que co-régente. Il existe des inscriptions qui la désignent sous le nom de Néfer-Néferuaton, un nom que certains pensent qu'elle utilisait quand elle a commencé à régner en son propre droit. On ne sait pas si Akhenaton a partagé le trône par amour, par stratégie ou par nécessité, mais c'était clair, sans Néfertiti, cette révolution n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps. Mais les révolutions sont fragiles. Les dieux n'aiment pas être remplacés. Et le peuple observait en silence, attendant que l'ancien ordre revienne. Au sommet de son influence, Néfertiti était devenue plus qu'une reine. Elle était devenue une icône, non seulement de beauté, mais aussi de féminité divine et de pouvoir royal. L'Égypte avait vu de grandes reines avant, Amesnéfertari, Hatshepsut. Mais la présence de Néfertiti était différente. Elle ne régnait pas dans l'ombre ou ne prenait pas le pouvoir par la guerre. Elle remodelait le tissu spirituel et culturel de l'Égypte aux côtés de son mari en temps réel, en tant que déesse vivante. Elle a donné à Akhenaton 6 filles, Méritaton, Mekhetaton, Ankhesempaton et les autres, qui étaient toutes fréquemment représentées dans des scènes de famille sous les rayons d'Aton. Curieusement, aucun fils n'a jamais été confirmé. Dans un royaume obsédé par la lignée, c'était à la fois un problème politique et un mystère historique. Était-ce le destin ou y avait-il autre chose en jeu? Certains suggèrent qu'Akhenaton a peut-être eu des fils avec d'autres épouses ou, plus controversé encore, avec Néfertiti elle-même, alimentant ainsi des spéculations modernes et des théories inconfortables qui vont du spéculatif au salace. Ce qui est certain, c'est que la maternité était au centre de son image. Dans l'art, Néfertiti est représentée berçant ses enfants, leurs bras minuscules se tendant pour toucher ses joues.
Ce ne sont pas des statues rigides et froides. Ce sont des moments vivants sculptés dans la pierre, intimes, émotionnels, rayonnants. À une époque où les pharaons étaient souvent des dieux distants, la représentation de Néfertiti en tant que mère attentionnée adoucissait le divin, le rendant humain. Pourtant, il y avait une autre facette à son iconographie, une facette bien plus puissante. Dans de multiples représentations, Néfertiti porte la couronne bleue, habituellement réservée aux dirigeants masculins. Elle est représentée en train de frapper des ennemis, de conduire des chars, de faire des offrandes sans Akhenaton à ses côtés. Ce n'étaient pas des gestes symboliques. C'était une reine accomplissant les devoirs sacrés d'un roi. Cela suggère une vérité discrète mais radicale, Néfertiti s'était peut-être préparée à quelque chose de plus qu'un partenariat. Elle se préparait peut-être à régner. Des murmures dans l'histoire suggèrent qu'après que la santé d'Akhenaton a commencé à décliner, peut-être en raison de troubles génétiques ou de stress, Néfertiti a assumé plus de responsabilités gouvernementales. Mais c'est là que les archives commencent à s'estomper. Dans les dernières années du règne d'Akhenaton, elle disparaît de la scène publique. Pas de fanfare, pas d'inscription funéraire, pas d'enterrement confirmé. Est-elle morte jeune? Est-elle tombée du pouvoir? Ou était-elle sur le point de devenir quelque chose d'encore plus grand qu'une reine? Quelque chose que l'histoire a essayé, sans succès, d'effacer? Un jour, Néfertiti était partout, gravée dans les murs, louée dans les hymnes, régnant aux côtés d'un pharaon révolutionnaire. Et puis, comme une bouffée de vent dans le désert, elle a disparu. Aucune reine égyptienne de l'Antiquité n'avait jamais été aussi visible. Pourtant, vers l'an 12 des 17 ans de règne d'Akhenaton, les archives deviennent étrangement silencieuses. Son nom disparaît des inscriptions. Son image s'estompe dans l'art. Pas de tombeau, pas d'annonce de décès, pas de scène de deuil. Pour une femme si centrale dans le bouleversement culturel de l'Égypte, son absence est plus qu'étrange. C'est un trou noir dans l'histoire. Alors, que lui est-il arrivé? Une théorie suggère la réponse la plus simple, elle est morte. L'accouchement était risqué, même pour la royauté. La deuxième fille de Néfertiti, Mekhetaton, disparaît également des archives à peu près à la même époque, ce qui indique peut-être une double tragédie. Une mère et une fille perdues dans le même moment sombre. Mais si c'était vrai, pourquoi pas de funérailles élaborées, pas d'hommage, pas de temple? C'était une femme vénérée comme une déesse. Une mort discrète ne correspond pas au scénario. D'autres proposent quelque chose de beaucoup plus politique. Peut-être que Néfertiti est tombée en disgrâce. Peut-être que les courants se sont inversés au sein de la cour royale. Akhenaton, de plus en plus isolé, aurait pu la mettre de côté, peut-être au profit d'une autre épouse. Certains suggèrent qu'un co-dirigeant du nom de Smenkhare, une figure énigmatique qui apparaît brièvement dans les archives historiques, l'a peut-être remplacé. Était-ce un héritier mâle, un demi-frère? Ou Smenkhare était-il Néfertiti elle-même sous un nouveau nom? C'est la théorie la plus électrisante. Néfertiti n'a pas du tout disparu. Elle s'est transformée. Des preuves suggèrent que quelqu'un du nom de Néfernéferuaton a régné dans les dernières années du règne d'Akhenaton. Cette personne utilisait une grammaire féminine dans les inscriptions et mentionnait même Akhenaton comme son mari bien-aimé. Cela aurait-il pu être Néfertiti couronnée pharaon en son propre droit? Si c'était le cas, elle aurait rejoint les rangs les plus rares de l'histoire égyptienne, une femme roi comme Hatshepsut avant elle. Mais même cette théorie se dissout dans le sable. Le règne de Néfernéferuaton prend fin abruptement. Et puis vient un nom plus familier, Toutankhaton, plus tard Toutankhamon, un enfant roi qui allait inverser les réformes de ses parents et restaurer les anciens dieux. Si Néfertiti a régné seule, ce fut bref. Et si elle était Smenkhare ou Néfernéferuaton, elle a régné comme une reine fantôme, visible seulement dans des indices, des cartouches à moitié gravées et des reliques brisées. Un puzzle auquel il manque sa pièce maîtresse. Et ainsi, tout aussi soudainement qu'elle est arrivée, la femme la plus puissante d'Égypte disparaît. Mais sa légende ne faisait que commencer à prendre forme. Alors que la poussière d'Amarna commençait à se déposer, une nouvelle figure a émergé, un jeune roi à peine assez âgé pour tenir un sceptre. Son nom était Toutankhaton, plus tard changé en Toutankhamon, et il deviendrait le pharaon le plus célèbre du monde, non pas pour ce qu'il a fait de son vivant, mais pour les trésors trouvés dans son tombeau intact. Mais ce qui compte ici, c'est ceci,
Qui était sa mère? Les archives historiques sont désespérément silencieuses. Son père était presque certainement Akhenaton, mais l'identité de sa mère reste entourée de confusion. Certains spécialistes soutiennent que Néfertiti était sa belle-mère. D'autres spéculent qu'elle pourrait avoir été sa mère biologique, soulignant l'art et le calendrier qui semblent le placer comme un jeune enfant lors de ses dernières apparitions publiques. Si Néfertiti a réellement porté Toutankhamon, cela aurait du sens. Son début de règne a clairement été guidé par quelqu'un ayant une main ferme. Et ses décisions d'inverser la révolution religieuse de son père pourraient ne pas avoir été entièrement les siennes. Et c'est là que l'intrigue s'épaissit. Qui pilotait le navire pendant le règne fragile de Toutankhamon? Le jeune roi n'avait qu'environ 9 ans lorsqu'il a pris le trône. Un enfant ne peut pas restaurer un empire religieux seul. Quelqu'un était dans les coulisses, quelqu'un expérimenté dans la politique de la cour, la religion et le symbolisme public. Cela aurait-il pu être Néfertiti, régnant dans l'ombre? Ou était-ce le grand prêtre, son père possible? Ou peut-être les deux, travaillant ensemble pour effacer le chaos d'Amarna et ramener l'Égypte à ses anciens dieux? L'une des preuves les plus convaincantes provient d'un sanctuaire doré trouvé dans le tombeau de Toutankhamon. Il montre une femme oignant le jeune roi. Une femme dont les traits ressemblent étrangement à ceux de Néfertiti. Si c'était elle, cela signifie qu'elle n'a peut-être pas disparu du tout, mais est restée au cœur du pouvoir d'une manière plus discrète. Pourtant, sans un tombeau nommé, sans une momie confirmée, nous ne disposons que de fragments. Si elle a guidé Toutankhamon, ses empreintes sont partout, mais son nom a disparu, effacé des temples, omis des listes de rois, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer le souvenir d'une femme qui a autrefois régné comme un dieu. Et pourtant, l'ironie est riche. La renommée de Toutankhamon allait ressusciter son image. Parce qu'en cherchant son histoire, le monde est tombé sur la sienne. Pour quelqu'un qui se tenait au centre de l'ère la plus radicale de l'Égypte, reine, prêtresse, pharaon possible, Néfertiti n'a laissé derrière elle aucun tombeau confirmé. Pas un seul monument ne porte ses rites funéraires, pas de sarcophage, pas de masque funéraire, pas d'inscription murmurant ces derniers mots aux dieux. C'est comme si elle s'était évaporée. Cette absence hante les égyptologues depuis plus d'un siècle. Dans une culture obsédée par l'au-delà, où chaque noble était embaumé, momifié et enterré avec des instructions pour le voyage de l'âme, comment l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire égyptienne a-t-elle pu être perdue? Les théories abondent. Une possibilité est qu'elle ait été enterrée à la hâte et sans cérémonie dans les dernières années de la période d'Amarna. Peut-être que son héritage radical la rendait dangereuse aux yeux du nouveau régime. Son tombeau a peut-être été démantelé, son nom défiguré, dans le cadre de l'effort général visant à effacer le souvenir de l'hérésie d'Akhenaton. Après tout, le retour aux dieux traditionnels a été rapide, et la vengeance, en hiéroglyphes gravés dans la pierre, était courante. Une autre théorie, plus séduisante, suggère que son tombeau n'a jamais été réellement perdu. Il a simplement été mal identifié ou est toujours caché. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse qu'elle repose dans la vallée des rois elle-même, dissimulée derrière les murs du tombeau de Toutankhamon. En 2015, des scans radars de la KV-62, le célèbre tombeau du roi Tout, ont révélé la possible existence de chambres cachées. Néfertiti était-elle enterrée à quelques centimètres seulement, scellée et oubliée sous des couches d'histoire et d'or? Cette idée a captivé l'imagination du monde entier. Les égyptologues ont retenu leur souffle, mais d'autres scans ont donné des résultats non concluants. Les fouilles ont ralenti, les financements se sont taris, une fois de plus, Néfertiti s'est réfugiée dans le mythe. Pourtant, son absence est bruyante. Nous avons ces images, des dizaines, peut-être des centaines, sa ressemblance capturée dans la pierre et le pigment. Son buste, aujourd'hui à Berlin, fixe toujours avec une grâce insondable à travers la vitre d'un musée, comme si elle savait quelque chose que nous ignorons, comme si elle attendait. Chaque année, de nouvelles fouilles se poursuivent à Amarna et dans la vallée. Chaque année, des murmures se font entendre. Une chambre scellée finira-t-elle par livrer ses secrets? Une inscription cachée et oubliée épellera-t-elle son vrai nom? Ou est-elle destinée à rester l'éternelle énigme, une phrase inachevée dans l'histoire de l'Égypte? Si l'histoire l'a enterrée, elle n'a pas réussi longtemps. Parce que la recherche de Néfertiti ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle n'a fait que s'intensifier. Si son tombeau n'a jamais été retrouvé et que son corps n'a jamais été identifié,
pourquoi nous souvenons-nous encore de Néfertiti? La réponse se trouve derrière la vitre d'un musée, sous une lumière douce, au Neues Museum de Berlin. Une sculpture en calcaire peint qui captive le monde depuis sa redécouverte en 1912. Le buste de Néfertiti. Elle regarde droit devant elle avec assurance et sérénité. Son long cou est gracieux, sa couronne bleue distincte et ses traits si raffinés qu'ils semblent presque modernes. Un œil est inachevé, peut-être laissé ainsi intentionnellement, ou peut-être un détail oublié lors des derniers jours de l'atelier. Pourtant, même incomplète, elle est intemporelle, inoubliable. Le buste a été découvert par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt dans les ruines de l'atelier du sculpteur Thutmosis à Amarna. Quand il a essuyé la poussière et a révélé son visage, il a su instantanément ce qu'il avait trouvé. Dans son journal, il a écrit « Inutile de le décrire. Il faut le voir ». Et une fois que le monde l'a fait, Néfertiti est devenue non seulement une figure historique, mais un symbole mondial de beauté, de pouvoir, d'énigme antique. Mais même son buste ne fait pas l'unanimité. L'Allemagne a acquis l'artefact à une époque où les lois sur les antiquités étaient laxistes, et l'Égypte demande son retour depuis des décennies. Pour les Égyptiens, elle appartient à sa patrie, dans le pays où le soleil touchait autrefois sa peau, où elle se tenait sous les rayons d'Aton. Mais l'Allemagne a refusé. Ils affirment que sa fragilité rend son transport dangereux. D'autres disent qu'il s'agit de prestige. Néfertiti attire les foules. Elle est, après tout, leur Joconde. Pourtant, sa présence, où qu'elle soit, a changé la façon dont le monde voit les femmes de l'Antiquité. Elle n'était pas qu'une beauté passive. Son buste capture quelque chose de royal, d'affirmé, presque de provocateur. Elle a l'air de quelqu'un qui détient des secrets, prend des décisions, change le cours des empires. Et c'est ce qu'elle a fait. Il est remarquable de voir comment une simple sculpture, délicate et silencieuse, peut ressusciter quelqu'un perdu dans le temps. Nous ne trouverons peut-être jamais son tombeau. Nous ne saurons peut-être jamais comment elle est morte. Mais grâce à ce buste, Néfertiti a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Elle est devenue immortelle, non pas en or, mais dans la mémoire humaine. Le visage est peut-être immobile, mais l'histoire qu'il raconte continue de résonner plus fort que jamais à travers les siècles. L'histoire de Néfertiti se vit quelque part entre la pierre et le silence, entre ce que nous savons et ce que nous voulons croire. Peu de figures de l'histoire ancienne ont suscité une telle fascination et un tel mystère. Elle est un paradoxe, l'une des femmes les plus documentées de son temps, et pourtant toujours largement méconnaissable. Au fil des siècles, elle a été imaginée de nombreuses façons. Pour certains, elle était une déesse sous forme humaine, l'incarnation vivante de la beauté divine. Pour d'autres, elle était un cerveau politique, la force derrière le trône, peut-être même le trône lui-même. Certains l'ont dépeinte comme une figure romantique, tragiquement perdue dans les sables de la Révolution. D'autres la décrivent comme ambitieuse, voire impitoyable, naviguant dans un empire en ruine avec élégance et calcul. Mais que savons-nous vraiment? Nous savons qu'elle était plus qu'une épouse royale. Son imagerie rivalise avec celle des rois. Sa présence lors de rites religieux, de cérémonies royales et même de scènes de bataille révèle une femme non seulement à côté du pouvoir, mais l'exerçant. Dans un monde patriarcal, elle s'est taillé son propre espace, non pas par la rébellion, mais par la présence, par l'assurance, par une maîtrise totale du langage visuel et spirituel de son époque. Nous savons qu'elle a été au cœur de l'un des changements religieux les plus audacieux de l'histoire. Si Akhenaton a peut-être imaginé le culte monothéiste du soleil, c'est Néfertiti qui l'a incarné. Elle était le visage humain d'un idéal divin, le pont entre Aton d'en haut et le peuple d'en bas. Elle n'a pas seulement servi les dieux, elle était leur image. Et nous savons qu'après sa disparition, sa mémoire a failli être effacée. Le contre-coup contre le régime d'Akhenaton a balayé son nom dans l'oubli. Ses statues ont été brisées. Ses inscriptions ont été défigurées. Son rôle dans l'histoire intentionnellement enterré. Pourtant, nous voici, 3000 ans plus tard, à murmurer encore son nom. Pourquoi? Parce que le mythe a une façon de survivre là où les faits ne le peuvent pas. Parce que lorsqu'une femme devient à la fois une icône et une énigme, elle se glisse dans un espace où le temps ne peut l'atteindre. Parce que parfois, les questions résonnent plus fort que les réponses. Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement ce que Néfertiti voulait.
Être mémorisé, pas expliqué. Être admiré, pas contenu. Vivre éternellement, non pas comme une femme d'un tombeau, mais comme une reine de spéculations infinies. Plus de 3 millénaires se sont écoulés depuis que Néfertiti a marché pour la dernière fois sous le soleil d'Égypte. Pourtant, son ombre s'étend encore sur notre monde, gravé dans la vitre des musées, murmuré dans les couloirs universitaires, éclaboussé sur les pages des romans et les écrans des documentaires. Contrairement à la plupart des figures historiques, elle ne s'est pas effacée dans le passé. Au contraire, elle grandit avec le temps. Il y a quelque chose d'irrésistible chez elle, pas seulement la beauté. Nous avons déjà vu de la beauté. C'est le mystère. Les espaces vides délibérés de sa biographie se ressentent comme un défi, une provocation, comme si elle osait que nous essayions de la comprendre, sachant très bien que nous n'y parviendrons jamais vraiment. Et de cette façon, elle est devenue quelque chose de plus qu'historique. Elle est devenue archétypique. Chaque génération réinterprète Néfertiti à sa propre image. Au début du XXe siècle, elle était une reine exotique, mystérieuse et soumise. Dans la vague féministe, elle est devenue un symbole du pouvoir féminin, une ancienne dirigeante perdue par l'effacement patriarcal. Dans les médias modernes, elle est une icône de style, une reine africaine, un acteur politique, voire un pharaon possible. Elle a vécu 1000 vies secondaires, non pas grâce aux faits, mais grâce à l'imagination. Mais c'est peut-être la vie après la mort la plus appropriée de toutes. Dans l'Égypte ancienne, l'immortalité ne se limitait pas à la momification. Il s'agissait de mémoire. Si ton nom était prononcé, ton image vue, ton histoire racontée, tu vivais. Tu pouvais voyager dans les champs de roseaux, dîner avec les dieux, exister au-delà de la mort. Néfertiti, que ce soit par dessein ou par hasard, a réalisé cela. Son nom est prononcé sur tous les continents. Son visage est l'un des plus reconnaissables de l'histoire humaine. Son histoire, bien que fragmentée, attire toujours l'attention. Ainsi, d'une certaine manière, son plus grand héritage n'a pas été gravé dans un tombeau ou scellé sous la pierre du désert. C'est cette curiosité persistante. Elle a laissé derrière elle un mystère parfait, une vie à moitié vue, à moitié effacée et totalement inoubliable. Et peut-être que c'était son dernier acte de pouvoir. Pas seulement pour diriger un empire, pas seulement pour façonner la religion ou élever des filles royales, mais pour devenir intemporelle. Néfertiti, la belle qui est venue, n'est jamais vraiment partie. Elle reste ici, dans nos questions, notre émerveillement et notre besoin de nous souvenir des femmes que l'histoire a essayé d'oublier. Elle vit non pas dans l'or ou la gloire, mais dans l'acte éternel d'être recherchée. Et qu'y a-t-il de plus immortel que cela? Nouvelle section. Chine où les nuages sont bas et le vent chante à travers les bosquets de bambou, un dragon est lové. Mais ce n'est pas un mythe, pas une bête légendaire crachant du feu. Ce dragon est fait de terre et de pierre, sculpté par des siècles de mains calleuses et une vision patiente. Ce sont les longues rizières en terrasse, connues localement sous le nom d'épines dorsales du dragon, et leurs courbes ondulent à travers le flanc de la montagne comme des écailles scintillantes d'eau, de riz et de fierté ancienne. De loin, les terrasses ressemblent à une créature endormie. Les collines ondulent avec une précision rythmique, chaque couche montant et descendant comme la respiration d'une forme vivante. Mais approchez-vous et vous trouverez quelque chose d'encore plus vivant. L'eau coule en doux murmure le long de canaux soigneusement creusés. Les semis flottent dans la brise, et à l'aube, la brume matinale drape le paysage comme le souffle s'élevant des narines du dragon. Ces terrasses n'ont pas été construites à la hâte. Leur histoire a commencé il y a plus de 700 ans, lorsque les peuples Zhuang et Yao, des minorités ethniques ayant des liens profonds avec les montagnes, ont choisi d'apprivoiser les pentes plutôt que de les abandonner. Les terres planes étaient rares. Les machines n'existaient pas. Et ainsi, ils ont regardé la montagne et ont posé une simple question, comment nous nourrir ici? La réponse a pris des générations. Armés de rien de plus que des outils en pierre et des paniers de bambou, ils ont sculpté les collines centimètre par centimètre, année après année. Avec chaque niveau construit, ils n'ont pas seulement façonné la terre, ils lui ont appris à respirer avec eux. Les précipitations sont devenues une ressource. La pente est devenue une subsistance. Le riz, l'aliment de base de la vie, a commencé à pousser là où la gravité régnait autrefois. Et avec le temps, les terrasses ont commencé à ressembler à un dragon au repos. Fort, éternel,
sacré. C'était plus que de l'agriculture. C'était une harmonie, un pacte silencieux entre les humains et la nature. Aucune partie de la montagne n'a été gaspillée, et aucune partie n'a été forcée de plier violemment. Au lieu de cela, les gens ont travaillé avec la terre, la façonnant en courbe et en vague, écoutant le vent, suivant l'eau. Aujourd'hui, l'épine dorsale du dragon nourrit encore des villages entiers. Mais plus que cela, elle nous rappelle ce que les patients peuvent construire. Dans un monde qui avance à toute vitesse, voici un dragon qui n'a jamais été chassé, seulement sculpté. Couche après couche, rêve après rêve. Se promener au milieu des rizières en terrasse de Longsheng, c'est entrer dans un monde sculpté par la persévérance. Il n'y a pas d'illusion ici. Pas de traces de machines, pas de bornes d'arpentage d'entreprise. Ce qui s'étend à travers ces montagnes, ce sont les empreintes digitales de l'endurance humaine. Chaque courbe, chaque pente, chaque goutte d'eau a été aménagée pierre par pierre avec des mains qui connaissaient le pouls de la terre. Il y a des siècles, lorsque les peuples Zhuang et Yao ont regardé pour la première fois ces collines escarpées et impitoyables, ils n'ont pas vu d'obstacles. Ils ont vu des opportunités. Les terres étaient déjà prises, les vallées fertiles déjà ensemencées. Mais ici, au milieu des pics accidentés, il y avait de la possibilité. Seulement s'ils pouvaient faire écouter la terre. Sans outils lourds, ils ont commencé, des pelles en bois, des houes en pierre, des paniers de boue et de gravats portés sur des dos usés par le temps. Lentement, des terrasses ont commencé à se former, des veines horizontales à travers la montagne, maintenues en place par des murs de pierre empilés à la main. Ce n'étaient pas des coupes accidentelles dans la pente. Elles étaient calculées. Chaque niveau devait être parfaitement équilibré, non seulement pour retenir l'eau, mais aussi pour la transporter d'un niveau à l'autre sans gaspillage. Une erreur de calcul pouvait entraîner l'effondrement d'une section entière. Trop raide et l'eau se précipiterait. Trop plat et elle stagnerait. Alors, ils mesuraient non pas avec des règles, mais avec des générations d'intuition. Les enfants apprenaient de leurs aînés. Les aînés observaient les saisons et la montagne. Avec le temps, la montagne a cédé, non pas avec soumission, mais avec confiance. Et le résultat, un paysage qui défie la nature en coulant avec elle. De la base de la vallée au sommet embrassé par les nuages, ces terrasses s'élèvent comme un escalier en colimaçon vers le ciel. Elles reflètent l'élégance de la topographie, presque comme si la montagne les avait cultivées elle-même. Mais non, la montagne n'a pas façonné ces courbes. Ce sont les humains. Sans moteur, sans béton, sans diplôme d'architecte, juste du temps, juste des essais et des erreurs, juste la conviction que la terre, aussi raide soit-elle, peut être amenée à servir la vie. Aujourd'hui, les terrasses restent fonctionnelles, toujours cultivées, toujours réparées, toujours respectées. Pas de bulldozer, pas de raccourcis. Les anciennes coutumes survivent, non pas parce qu'elles résistent à l'avenir, mais parce qu'elles ont prouvé quelque chose de rare. Que la tradition, lorsqu'elle est enracinée assez profondément, peut survivre à toutes les tempêtes. Si l'épine dorsale du dragon est muscle et os, alors l'eau est son sang. Elle coule tranquillement, sans pompe ni moteur, traçant d'anciens canaux qui se glissent des sources du sommet de la montagne dans chaque terrasse en contrebas. Cette chorégraphie hydraulique n'est pas un accident. C'est la vie secrète des terrasses, la raison pour laquelle elles ont perduré pendant des siècles. Au sommet de la montagne, l'eau de pluie et les sources naturelles sont capturées dans d'étroits fossés et des canaux en terre. De là, la gravité devient l'alliée silencieuse de l'agriculteur. L'eau descend de terrasse en terrasse, s'accumulant doucement dans chaque champ avant de se déverser dans le suivant. Ce design fluide,